Et je me suis entendue dire « Mais vous êtes toujours pomponné, habillé comme ci, comme ça. Vous voulez faire un orphelin, je comprends pas. Je vais vous remettre sous hormonothérapie pour gagner du temps. » Salut à tous, c'est Mika et aujourd'hui je suis accompagné d'Amélie. Du coup, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je m'appelle Amélie, j'ai bientôt 39 ans, dans quelques jours. Je suis infirmière de profession et je suis atteinte d'un cancer du sein métastatique depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant. Et est-ce que du coup tu peux nous parler un peu de ton parcours, de comment tu as découvert ça, dans quel contexte? Ouais. Et puis si on peut discuter après des étapes qui t'ont amené jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Alors du coup, on était en protocole de fécondation in vitro avec mon mari. Ça faisait quelques années qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et puis donc on a été jusqu'à cette étape de FIV. Ça n'a pas fonctionné. Et puis du coup, moi j'avais des injections d'hormones pour stimuler la production ovarienne pendant plusieurs semaines. Et j'ai commencé à avoir 2 boules très douloureuses dans mon sein droit. Ça m'a pas du tout inquiétée parce que travaillant en labo et pour la PMA, des femmes qui se plaignaient de douleurs au cours de leurs injections, j'en voyais tous les jours. Donc vraiment, je pensais que c'était un processus un peu classique. C'est quelque chose de courant dans ce processus? Ouais, tout à fait. Tout à fait. En fait, tu as une réaction hormonale assez classique au niveau de la poitrine qui fait que tu vas avoir les seins qui gonflent, comme pendant une grossesse. Enfin voilà, c'est en général assez, ça réagit assez aux hormones. Donc là, comme tu te piques vraiment tous les jours pour stimuler au niveau hormonal, en général, voilà, les femmes se plaignent de ça. Donc je pensais que c'était vraiment quelque chose d'assez classique et que ça allait diminuer et que ça allait reprendre son cours une fois que j'aurais terminé les injections, sauf que ça a continué. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment d'être très suivi au niveau gynéco pendant des protocoles FIV, sauf qu'en fait, non, tu fais tes échos, tu vois où tu en es au niveau stimulation ovarienne, mais finalement, tu n'as pas un suivi si important au niveau gynéco classique, si tu veux. Donc j'ai reconsulté mon gynécologue, il l'a pris tout de suite au sérieux, il m'a prescrit une échographie, une mammographie. Okay. Et puis, en fait, voilà, la radiologue m'a dit assez rapidement, tant qu'il n'y a pas de biopsie, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est, mais elle m'a dit, j'ai vu assez de cancers dans ma vie pour vous dire que là, c'est pas bon du tout. C'était déjà très avancé, c'était un cancer qui était très agressif, donc j'ai rapidement passé une biopsie, en effet. À ce moment-là, tu as quel âge ? À ce moment-là, j'ai 28 ans. 28 ans. Ouais, à ce moment-là, j'ai 28 ans. Moi, dans ma tête, en fait, quand elle me parle tout de suite d'opération, je lui dis, non, ça va pas être possible, en fait, parce que là, on repart dans le projet de la deuxième FIV. Donc, c'est le projet du moment. S'il y a une opération, ça attendra, en fait. Et donc là, elle m'a dit, non, je pense que là, la FIV, c'est terminé. Donc, en fait, t'as une espèce de double peine, c'est que tu te dis, attends, c'est pas possible, quoi. Je peux pas faire le deuil, en fait, de mon projet de bébé, et en plus prendre conscience, là, tout de suite, que j'ai un cancer à 28 ans. Donc, en plus, j'y suis allée après le boulot, toute seule. Enfin, tu sais, tu te retrouves un peu dans la pièce où tu te rhabilles, où tu te regardes dans le miroir. Enfin, ça fait très cliché de dire ça, mais tu sais, comme dans un film où tu as l'impression d'être dans un mauvais rêve. Tu te dis, non, mais là, je vais me réveiller, c'est pas vrai. J'imagine que c'est dur de comprendre ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est tellement de choses à... Exactement. Surtout, vraiment, pour le coup, elle a essayé d'être la plus douce possible. Enfin, j'ai eu de la chance que ce soit ce médecin-là elle m'a accompagnée, en fait, sur plusieurs années après. Mais c'est elle qui me l'a annoncé, donc elle pouvait pas encore me dire clairement que c'était ça, mais elle a essayé de me le faire comprendre pour que ça fasse son chemin gentiment, mais de manière très humaine et très douce. Et finalement, ça m'a aussi aidée à anticiper les étapes suivantes, puisque j'ai passé rapidement la biopsie. Et après, tu sais ce que c'est, il y a 10 jours d'attente, ce qui te paraissent interminables. 10 jours, c'est vraiment très très long. Et puis voilà, quand on t'annonce officiellement ce que c'est vraiment quand on dit qu'on a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds, c'est littéralement ça, quoi. Est-ce que déjà tu t'es sentie accompagnée dans tout ce qui a suivi? Comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu as dû chercher toi-même vers qui te diriger? Enfin, comment ça se passe en fait une fois que le diagnostic il est là? On te dit assez rapidement, de manière même assez brutale finalement, tout ce qui va suivre. T'es pas prêt à ça, même en tant que soignant, même quand tu as travaillé en onco, moi j'avais fait qu'un stage d'1 mois, mais si tu veux, ça m'avait quand même permis de voir un peu ce qui se passait pour les patients. Tu as des notions et tu as quand même des bases de compréhension. Exactement, mais ça n'a rien à voir.
À partir du moment où tu passes de l'autre côté de la barrière, que tu deviens patient, tu as besoin à ton tour, en fait, qu'on t'explique tout. C'est pas parce que tu es soignant et que tu as des notions, tu as vraiment besoin qu'on t'explique tout parce que tu as l'impression que tout se débranche, quoi. Tu vois, toutes les connexions ne se font plus forcément. Alors, tu as certains réflexes sur des questions que tu vas poser vraiment qui sont des réflexes en fait de soignant. Mais sinon, tu as vraiment besoin d'être accompagné de la même manière que n'importe quel patient. Et c'est vrai que c'est parfois assez violent parce qu'on te dit ok en fait tu avais ta petite vie qui était tranquille. Nous en plus c'est vrai qu'on avait un projet qui était bien défini, qui était déjà très dans le médical alors que normalement c'est quelque chose qui se fait de manière plutôt naturelle, donc c'était déjà très médicalisé, assez lourd, et là finalement on te dit donc ça c'est terminé, vous faites un peu un trait là-dessus, maintenant c'est opération, derrière ça va être chimio, après ça va être rayon, après vous allez avoir de l'hormonothérapie pendant des années parce que vous avez un cancer qui est très hormonodépendant. C'est entre guillemets une chance qu'il soit hormonodépendant parce que tu as plusieurs types de cancers du sein, dont le triple négatif qui n'est pas du tout hormonodépendant et qui fait que tu as moins aussi de traitement derrière pour t'aider à éviter les récidives. Voilà, mais on te balance tout ça. Tu dis ok, donc là dans un premier temps, c'est la mastectomie totale. Donc là vous êtes opéré dans quelques jours, le temps de vous remettre un peu parce que c'est la priorité, il faut éradiquer ça. Donc, t'as pas beaucoup de jours non plus pour t'y préparer. C'est une mutilation. C'est 28 ans aussi. C'est vrai que c'est pas le parcours de vie que tu espérais, de te dire je vais me réveiller, ok, j'ai plus de sein. Ça, c'est vrai que c'est fou parce que moi qui suis de l'autre côté, du coup, j'endors des patientes qui vont avoir ce type d'opération. Mais je me rends pas. Enfin, déjà, je suis un homme, donc c'est plus difficile déjà de base de me rendre compte de ce que ça doit être. Et puis je vis pas en plus cette situation dans laquelle tu dois être à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est dommage, je trouve, en tant que soignant, qu'on n'ait pas plus accès à qu'est-ce qui se passe concrètement là pour vous à ce moment-là. Ouais. Oui, t'as vraiment cette notion un peu de... C'est contradictoire parce que t'as cette notion de mutilation dans la tête. Et en même temps, tu te dis, c'est la chance de m'en sortir. Donc, au final, je me rends compte que je ne l'ai pas trop mal vécu au réveil. Je pense que ça a été plus dur, l'anticipation, que vraiment au réveil. Je l'avais intégré, cette notion-là. Et c'était une manière de me dire, de toute façon, je veux qu'on me débarrasse de ça, quoi. Donc, finalement, j'avance peut-être un peu trop dans l'histoire, mais j'ai eu plus de mal à faire comprendre que je voulais faire retirer le deuxième en préventif. Parce que les chirurgiens, les médecins, l'oncologue, même mon gynéco, avaient tous ce même constat de dire on ne retire pas des tissus sains. Et donc, en fait, psychologiquement, ce serait très dur pour vous de vivre une deuxième opération. Mais j'avais du mal à leur faire comprendre que c'était psychologiquement que j'avais du mal à vivre avec un sein qui pouvait dégénérer, en fait, et j'avais pas envie de revivre ça. Donc, finalement, j'ai réussi à trouver un chirurgien qui me l'a fait. T'as été entendue là-dessus, au final. J'ai été entendue là-dessus, oui, par un chirurgien. Mais finalement, par mes médecins qui m'accompagnaient depuis le départ, non, pas vraiment. J'ai pas vraiment été entendue, j'ai pas été comprise. Alors que c'était pas une demande farfelue, si tu veux. Il y avait un risque de récidive qui était vraiment important, et en plus je faisais cette demande au cours de la reconstruction, si tu veux. C'était pas m'endormir pour rien. J'allais être endormie pour être reconstruite. Bon, c'était 1 an et demi après. Donc, oui, parce que c'est vrai que c'est très long en fait le processus entre. Tout dépend en fait. Tout dépend de la manière dont il y a des femmes qui vont avoir d'abord de la chimiothérapie pour déjà faire diminuer la tumeur. Elles vont être opérées ensuite, ou elles vont avoir les rayons avant. Enfin, si tu veux, ça dépend un petit peu de l'ordre dans lequel tu as tes traitements. Moi, comme j'avais la mastectomie en premier, j'allais avoir la radiothérapie. En effet, il fallait laisser le temps aussi à ma peau de retrouver de la souplesse. On ne pouvait pas faire de la reconstruction il ne fallait pas suite. Trop d'un coup, ça aurait été agressif. C'était compliqué, il fallait attendre un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il y a eu 1 an et demi de temps. La radiothérapie, ça fait beaucoup de dégâts aussi au niveau sur la peau, sur le muscle. Ça va atrophier le muscle. Enfin, voilà, ça a un impact différent de la chimio et de l'opération, de la mastectomie. Mais en tout cas, voilà, il faut laisser aussi le corps le temps de se remettre de tout ça. Alors, j'ai été suivie par un oncologue qu'on m'avait conseillé à la base comme étant vraiment un grand professeur. Donc, j'ai pris rendez-vous. Au départ, si tu veux,
pas de souci, tout s'est bien passé. Donc, j'ai été opérée dans un hôpital différent avec un chirurgien extraordinaire. Je le dis aussi parce que je sais que je vais parler d'un oncologue qui a été en dessous de tout, mais à côté de ça, c'est anecdotique par rapport vraiment à tous les soignants que j'ai pu rencontrer. Et à ce moment-là, tu continues de travailler en tant qu'infirmière, du coup? Alors, non, pas à ce moment-là. Quand j'ai commencé, quand j'ai été opérée, quand j'ai commencé la chimio... l'opération, mais après, pendant le suivi, t'as... Okay. Voilà, j'ai repris le travail au bout de 10 mois, je pense. D'accord. J'ai eu, tous les traitements, en gros, l'opération. La chimio dure 6 mois. Derrière, tu as 1 mois de radiothérapie. Et je crois que j'ai repris 2 mois après, le temps de récupérer un peu de tout ça. Et j'avais repris en mi-temps thérapeutique au bout de 10 mois. Mais pendant toute la phase de traitement, j'ai pas bossé. Et donc, du coup, j'ai commencé à être suivie à l'Oncopole. Donc, le traitement qui a été mis en place, c'est horrible à dire, mais c'est le traitement vraiment classique du cancer du sein, la chimiothérapie injectable toutes les 3 semaines. À l'époque, c'était le Fexan, le Taxotere. Du coup, j'ai perdu les cheveux, évidemment. Ça, c'est un des premiers trucs. Moi qui avais les cheveux très, très longs, ça a été aussi un peu compliqué. Et puis, même au-delà des cheveux, c'est vrai que c'est terrible parce que tu perds les cils, les sourcils. Et en fait, c'est fou comme ça reflète vraiment la maladie, en fait, de plus avoir... Et tu te rends compte que... quand tu croises des femmes dans la rue, tu finis par avoir l'œil, en fait. Moi, je vois tout de suite une femme qui est en repousse de cheveux ou n'importe, c'est un truc, et t'as juste un petit regard, t'as l'impression que tu te comprends. Et le nombre de fois où j'ai eu, des gens qui se reculent comme si t'étais un pestiféré, ça bien sûr, mais le nombre de femmes qui... c'est arrivé, ouais. Des fois, la boulangerie, tu sais, t'attends et tu sens les gens derrière toi, ils se reculent. T'as envie de dire, non mais ça va, je veux dire, on est en... 2000, à l'époque, j'allais dire 2024, non, mais t'as envie de dire, je suis pas contagieuse, en fait. Mais tu sens qu'il y a une... Oui, mais ça fait peur, en fait. Ça fait peur. Tu peux pas en vouloir aux gens non plus. Bien sûr, il n'y a pas une histoire de contagion, mais il y a une histoire de... ça fait tellement peur. J'ai peut-être un regard qui est un peu biaisé. Parce que t'es soignant aussi. T'es soignant, t'es empathique, ça fait partie de toi, mais t'as des gens qui sont pas... En fait, puis tu le vois dans ton entourage perso aussi. Hein. Le nombre de gens que tu perds, qui s'en vont, bien sûr. Bien sûr. Par rapport à quoi? Par rapport à... il y a des gens qui quittent le navire, tu sais pas pourquoi. Ils donnent plus de nouvelles. Et en fait, je crois qu'il y avait quand même eu une personne avec qui j'avais eu une conversation et qui m'avait dit, je pense qu'inconsciemment, c'était pour me protéger de la douleur que ça aurait pu me faire de te voir malade. Mais c'est hyper violent. C'est hyper violent, c'est hyper égoïste de la part de celui qui est en face. Après, je me suis toujours dit que ça permettait de faire le tri aussi, tu vois, c'est que les gens qui sont là pour faire la fête, oui, c'est cool, mais tu te rends compte de qui est là quand c'est plus la fête et que c'est la galère. C'est fou, on se rend pas compte de tout ça, en fait. Bien sûr. En fait, la maladie amène tout un lot de déboires derrière, de changements de vie que tu peux pas imaginer. Alors, sur le coup, ça fait extrêmement mal. Ça fait aussi des fois se remettre en question, alors que finalement, c'est peut-être pas forcément à soi de se remettre en question, mais bon. Puis c'est peut-être pas le moment aussi pour avoir à faire ce genre de travail, quoi. Ça, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis finalement, avec le recul, tu te dis que c'est peut-être un mal pour un bien, que ça a permis de faire un tri dans ta vie aussi. Et puis finalement, il y a des proches qui s'éloignent, mais tu as des inconnus qui se révèlent aussi. Donc, c'est la balance qu'il faut faire et qu'il faut retenir. D'ailleurs, c'est ça, c'est de se dire, il y a des gens que tu pensais pas du tout être des gens qui pouvaient être sympas ou rentrer dans ta vie. Et finalement, par ce biais-là, tu te rends compte que oui, ils sont hyper présents, oui, ils t'ont vachement aidé, vachement soutenu, et c'est cool, quoi. C'est bien aussi d'avoir un peu de positif malgré tout, parce que... Oh, il y en a dans tout. Quand tu rentres dans... j'ai l'impression, quand tu parles, que c'est vraiment un engrenage et que les choses s'enchaînent... Bien sûr. On a l'impression que tout file, Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vraiment, oui, un enchaînement. Au départ, tu as l'impression que c'est un enchaînement de galères. Et puis finalement, à un moment donné, quand tu arrives au fond, tu peux que remonter. Donc...
On finit par remonter. On finit par remonter. Mais du coup, donc, pour revenir, parce que moi, je suis comme ça, ça peut partir dans tous les sens. Franchement, au contraire, c'est hyper intéressant, je trouve. Donc oui, j'ai suivi vraiment le processus assez classique du cancer du sein, donc la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hormonothérapie pendant 2 ans. Et puis, si tu veux, on avait toujours gardé en tête quand même la possibilité de retenter un projet bébé. Donc j'avais fait de la préservation ovocytaire avant les chimiothérapies. Et puis, donc j'en parle avec mon oncologue. Donc il faut savoir que pendant les 2 ans d'hormonothérapie, j'ai eu aucun suivi d'imagerie. Donc j'avais un suivi de consultation avec mon oncologue tous les 6 mois. Donc je le voyais. J'ai quand même eu 2 IRM mammaires au cours des 2 ans, mais demandées par mon chirurgien, celui qui a accepté du coup de me faire la reconstruction, donc l'ablation du sein en préventif et la reconstruction. Donc, comme ça s'est fait en plusieurs temps, d'abord avec un expander, puis une prothèse définitive. Voilà, comme il y a eu plusieurs opérations, il m'a demandé plusieurs IRM mammaires, donc j'ai quand même au moins eu ça sur les 2 ans. Au final, c'est dans le processus de chirurgie. Complètement. Et vraiment, enfin, j'allais dire rien à voir avec le suivi cancéro, mais tout à fait. C'est oui. Ah non, mais c'est tout à fait ça. Pour bien comprendre, c'est vraiment 2 choses complètement distinctes. Complètement, complètement. Donc je te dis, j'avais les consultations tous les 6 mois, si je dis pas de bêtises, il me semble. Donc avec palpation, les questions d'usage, est-ce que vous vous sentez bien, quels sont les effets secondaires. Donc à l'époque, j'avais que l'hormonothérapie. Et puis je posais la question quand même. Je disais, mais du coup, mon cancer, une récidive éventuelle, ça vous inquiète pas? Il me disait si, c'était un cancer quand même qui était très agressif, qui avait atteint la chaîne ganglionnaire, parce que du coup, quand on m'a fait la mastectomie, on s'est aperçu que j'avais déjà 4 ou 5 ganglions qui étaient atteints, me semble-t-il. Un cancer qui était bifocal, infiltrant, enfin bref, il y avait quand même beaucoup de choses qui laissaient à penser que le risque de récidive était vraiment accru. Et pour autant, pas d'examen, pas d'imagerie, pas de prise de sang. Bon, et puis du coup, au bout de 1 an et demi, on commence à poser la question, est-ce que vous pensez qu'une fenêtre thérapeutique sur l'hormonothérapie serait envisageable pour retenter un projet bébé, en fait? Et puis, au bout de 2 ans, l'oncologue donne le feu vert, le gynéco n'était pas opposé, le médecin qui nous suivait pour la FIV était OK aussi, mon médecin traitant de l'époque aussi, donc OK. Ouais, les planètes s'alignent. C'est ça, les planètes s'alignent. J'arrête l'hormonothérapie juste un peu avant Noël, je me dis OK, super cadeau, c'est chouette. Et puis, on monte à Paris pour faire le Nouvel An avec des copains. Puis, je sais pas, je me sentais pas super bien. Par moments, j'avais comme un goût de sang dans la bouche, sans raison. Et puis, alors ça a toujours été inexpliqué, mais j'avais par moments le bout des doigts qui sentait la cire d'abeille, comme si j'avais ciré mon parquet. Mais vraiment, ça arrivait assez fréquemment. Je me disais, putain, mais c'est fou. Puis je me disais, mais attends, c'est peut-être moi, je sais pas, je faisais sentir à mon entourage, je me disais, bah ouais, t'as ciré ton parquet ou quoi? Bah non, pas du tout. Et je sais pas, je me suis dit, je sais pas, il y a un truc qui va pas, mon corps me fait passer des messages, là, il y a un truc qui cloche, quoi. Et donc, je rentre de Paris. Le 2 janvier, je prends rendez-vous sur Doctolib avec un autre médecin traitant. Je me dis, la mienne, de toute façon, elle m'écoute pas. Ça faisait aussi en parallèle 6 mois que je me plaignais de douleurs dans les côtes. Elle m'avait fait passer un grill costal, comme on s'est mariés en fait fin de cette année-là, en 2016. Je faisais beaucoup de sport, beaucoup d'abdos. Elle me disait, mais vous faites trop d'abdos, vous avez peut-être une côte fêlée, enfin bref. Mais personne ne m'a jamais dit, tiens, on ferait peut-être une écho quand même abdos ou quelque chose avec votre passif. Contexte, en plus, je sais pas, moi je posais 1000 questions, on me disait toujours non, mais non, ça peut pas être ça. Bon, et puis très bien, donc je change de médecin traitant. Et là, elle me regarde avec des yeux, mais elle me dit, mais vous plaisantez en fait? On vous fait arrêter l'hormonothérapie comme ça, il n'y a pas de bilan d'extension, et on vous lance dans un projet bébé avec des hormones dans tous les sens. Je dis, moi, ça m'étonne aussi un peu, mais... Donc en fait, elle m'a prescrit toute une batterie d'examens.
Et puis, j'ai pris rendez-vous, j'ai eu des rendez-vous assez rapidement. Et je me souviendrai toujours de cette journée parce que j'avais les rendez-vous à peu près sur la même journée. Et en fait, évidemment, ma famille, ils savaient tous que j'avais des examens. Donc, tu sais, je sortais de chaque examen et je disais, OK, donc, je sais plus, échothyroïdienne, check, c'est OK. Radio pulmonaire, check, c'est OK. Et puis, je me suis vite arrêtée, en fait, d'envoyer les checks, c'est OK, parce que j'ai passé l'écho-abdo. Et pareil, là je souligne le professionnalisme du médecin qui m'a prise en charge parce que, a priori, pour voir même la plus grosse métastase, en fait, était tellement loin en fait au niveau du foie que c'était assez difficile. Enfin, fallait être bon vraiment pour la déceler à l'écho en tout cas. Et puis du coup, il me dit, je vois un nodule. Il me dit, vous seriez une patiente sans antécédents. Je vous faisais revenir dans 3 mois, mais il me dit là, j'aime pas trop avec les antécédents que vous avez. Donc il me dit, j'appelle direct le scanner et puis là, vous allez passer un scan, on voit ce qu'il en est. Donc je retrouve au scan la première radiologue qui m'avait annoncé. Donc déjà, je me sentais un peu rassurée d'être auprès d'elle. Oui, d'avoir quelqu'un qui t'a écouté au moins et qui a déjà été présent. C'est ça. Et puis avec qui on était restés un peu proches. Et puis je passe le scan. Elle me reçoit dans son bureau. Et puis là, tu sais, il y a des regards que tu comprends assez rapidement, quoi. Puis elle me dit, là, il va falloir repartir au combat, quoi. Ah, tu te dis, non, c'est une blague. C'est une blague. On repart sur le projet bébé. On vient tout juste de se marier, ça fait 3 mois. Je viens de fêter mes 30 ans. Non, c'est pas cool, là. Vraiment, t'as pas envie d'entendre ça. Et puis, encore une fois, t'as cette casquette de soignant. On te parle de métastase. T'as compris que ça allait plus du tout être la même histoire, quoi. Métastase au foie, en plus. Enfin, bon, bref, là, c'est pas cool du tout, quoi. Donc là, on m'annonce qu'il y a 3 lésions. Il y a 3 lésions au scanner. Et puis, du coup, je reprends rendez-vous avec mon oncologue, quoi. Tu viens faire un petit coucou, Suzy, tu te poses. Il y a la caméra. Tu te poses, ma tchouk-tchouk. Viens, pose-toi. Allez, viens. Bon, tu peux laisser. Mais enfin, bon, je sais pas quelle est la vision que vous avez. T'as des fesses. Non, mais c'est ça, parce que c'est quand même un chien qui est un petit peu modèle fesses apparentes, quoi. Donc, voilà, super. Merci, ma Suzy, de ne pas nous imposer ça. T'es adorable, mais quand même. Et donc, alors attends, que je reprenne le fil de ce que je dois dire. Donc là, je reprends rendez-vous avec mon oncologue. Et puis, en fait, je comprends tout de suite qu'il est vexé de ne pas avoir été à l'initiative des examens qui ont décelé la récidive. Donc, il me dit à peine bonjour et il me dit qui vous a prescrit là tous ces examens? Mais je dis pardon. Enfin, c'est peut-être pas la priorité en fait là tout de suite. C'est peut-être de savoir quelle est la suite des événements, quoi. Oui, au contraire, tant mieux qu'on l'ait vu. Oui. Tant mieux que quelqu'un en fait ait pris les choses au sérieux, quoi. Donc bref, là évidemment on repart tout de suite dans l'idée que on va remettre de la chimiothérapie en place en fait. Et puis moi à côté de ça, je mets un petit peu tout de suite en action mon petit réseau si tu veux. Et comme j'ai fait mes études d'infirmière en région parisienne. J'ai encore des connaissances qui travaillent à Paris et je me dis franchement là un deuxième avis ne serait pas de trop. Je me sens pas super suivie en fait, je me sens pas très écoutée. Ça fait combien d'années là du coup que tu es dans ce suivi Ça fait avant de te dire justement peut-être qu'il me faut un autre 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Oui, c'est ça. Ça doit être je peux pas me rendre compte mais c'est vrai que ça doit être hyper difficile quand tu es en tant que patient, qu'on te dit ça c'est comme ça. T'as pas d'autre choix que de dire OK, parce que c'est ça. Ton domaine. Bah oui. Et puis t'as envie de faire confiance. Ouais, bien sûr. C'est ce qui te. Tu te laisses porter, quoi. Déjà que t'as le poids de la maladie à supporter. Oui. Si en plus il faut que tu fasses. Le médecin, c'est lui qui sait. Enfin, je veux dire, tu lui fais confiance, évidemment, quoi. Et tant que c'était dans un protocole assez standard, finalement, oui, je me suis laissée porter parce que. À part sur le suivi, ça me semblait vraiment très léger. Mais en tout cas, sur le traitement, j'avais rien à dire, en fait. C'était vraiment le protocole classique, quoi. Ouais, puis de toute façon, c'est... Enfin, à moins de faire un travail énorme pour réussir à comprendre comment ça fonctionne, etc. Enfin, c'est ça.
c'est impossible. Ça paraît compliqué, de mettre ça en place. Et puis oui, t'as pas envie en plus de remettre la parole de ton médecin en doute, quoi, parce que ça veut dire que du coup, il te suit mal et que potentiellement, t'es mal soigné. Tu n'as pas envie d'avoir ça dans la tête, quoi. Mais là, en l'occurrence, j'avais plus le choix, en fait. C'est que je me sentais pas écoutée, je me sentais pas soutenue. Puis c'est surtout, je me dis, OK, il a pas su déceler la récidive au moment où elle est là. En fait, ça fait 6 mois que je me plains. On aurait peut-être pu éviter d'en arriver là, en fait. Oui, c'est ça. C'est même pas qu'il soit passé à côté, c'est surtout qu'il y a eu vraiment zéro écoute. Complètement. Complètement. C'était je sais pas, c'était un roue libre. C'est là où, c'est vraiment ce genre de situation où, quand on parle en hospitalisation ou autre, qu'on dit qu'on va soigner une prothèse ou machin, en fait, on ne soigne pas une personne, lui, il avait un cancer du sein. Exactement, c'est ça. Mais c'est dramatique, je trouve, quand même. En tout cas, ça aurait pu être vraiment dramatique en plus. Parce qu'au final, j'ai eu de la chance dans mon malheur, c'est de, en effet, rencontrer d'autres personnes qui ont su me mettre sur d'autres pistes aussi et avoir envie de changer de praticien, en fait. Mais c'est pas toujours facile de changer, d'ailleurs. Et là, en l'occurrence, moi, je suis allée à Paris pour avoir un autre avis médical, rencontrer un chirurgien hépatique aussi pour voir ce que lui en pensait. Donc au départ, j'ai passé une IRM hépatique à Paris, je ne l'ai même pas fait à Toulouse. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait une dizaine de métastases dans le foie, en fait. Le foie était complètement attaqué de partout. Donc il y en avait dans tous les segments, dans tous les lobes. Et si tu veux, c'était inopérable au départ. Il fallait absolument traiter d'abord avec de la chimio, essayer de réduire un maximum les métastases et potentiellement voir pour une éventuelle chirurgie ou de la radiothérapie en interne. Donc du coup, le chirurgien me donne son avis, il me présente un oncologue qui travaille avec lui, qui lui me dit, écoutez, j'ai pas du tout envie de me mettre en porte-à-faux avec votre oncologue que je connais. Donc moi, je vous dis ce que je ferai, et après, lui verra ce qu'il fait. Mais tu te dis, pardon. Putain, mais c'est fou, quoi. C'est une blague. Donc lui me dit, OK, moi je partirai sur telle chimio. Je rentre sur Toulouse. Mon oncologue me demande ce qu'on m'a dit à Paris. Clairement, il faisait la gueule. J'ai même pas eu un bonjour. Il m'a dit, bon, vous revenez de Paris ? Oui. Donc mon ego en a pris un coup, je suis pas content. Je crois que j'étais avec mes parents. Il a même pas salué mes parents. Il a demandé froidement. Mon père fermait la porte. Enfin bref, tu te dis mais c'est hallucinant quoi. Ah oui, non mais c'est surréaliste en fait. Surréaliste, mais vraiment, je te jure, c'était fou quoi. Et puis surtout que tu as envie de lui dire mais vous plaisantez, c'est vous qui m'avez mis dans cette situation en fait. Si vous aviez fait un suivi, je serais restée là et on n'en serait jamais arrivé là quoi. Mais aucune remise en question. Mais bon, soit. Et donc, il me demande, voilà, quel est le protocole qu'on vous propose à Paris. Donc, je lui donne le nom de la chimio. Et puis, il me dit, je vais réfléchir. Il m'appelle une semaine après. Il me dit, OK, vous commencez demain. Mais il me part sur complètement l'opposé. La chimio complètement opposée. Donc, c'était des traitements que j'avais déjà eus quelques années auparavant. Il y en a une que j'avais très mal tolérée. Et donc, il me donne celle que j'ai très mal tolérée, évidemment. Je commence le lendemain, donc anticipation zéro. Je me pointe là-bas le lendemain. Et il te prévient la veille pour le lendemain ? Ouais, il me prévient la veille pour le lendemain. En te laissant attendre une semaine sans... Exactement, sans nouvelles. Je me disais, je voyais bien que le temps passait, mais je me disais, bon, OK. Et à savoir que... pendant mon séjour parisien, j'avais fait une biopsie à Paris. Je n'avais pas envie de la faire à Toulouse, si tu veux, vu ce qui s'était passé. Donc j'avais fait la biopsie à Paris et ils en avaient profité pour me reposer le porte-à-4 parce qu'on savait que de toute façon, voilà, ça sentait pas très bon quand même dans l'histoire. Donc ils m'avaient reposé le porte-à-4 et en effet, la biopsie était bien revenue positif. Enfin, c'était des métastases, on n'en doutait pas trop, mais en tout cas, c'était bien une récidive métastatique de mon cancer primitif, si tu veux. Okay. C'était ça aussi la question, pour savoir sur quel traitement partir. Est-ce qu'il était toujours hormonodépendant ? Il l'était toujours. Donc voilà, on repart sur un traitement chimiothérapie injectable Parfex 50, 6 cures toutes les 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Vraiment, je passe un examen, ça n'a absolument pas régressé. Alors ça a stabilisé en soi, mais ça n'a pas du tout régressé. Et en fait,
on n'a pas arrêté pour tenter autre chose. On a continué jusqu'au bout, jusqu'au 6. C'était son idée de toute façon, donc il fallait aller au bout. Donc très bien, on est allé au bout des 6. Bon, il n'y avait rien de plus. Ça n'a pas changé. Ça n'avait rien changé du tout. Et puis du coup, il me reçoit en consultation avec mon mari. Et donc là, il me dit, en effet, c'est un échec thérapeutique. Et il me dit, écoutez, là, moi, j'ai plus grand-chose à vous proposer. Je vais vous remettre sous hormonothérapie pour gagner du temps, mais je ne pourrai pas faire plus. Donc là, tu dis comment ça, gagner du temps? C'est-à-dire que c'est fini. Et je lui dis, du coup, mais le projet bébé? Il me dit, mais attendez, je ne comprends pas bien, là, vous en êtes encore là? Je dis, mais vous êtes infirmière? Vous voulez faire un orphelin? Je ne comprends pas. Là, tu te dis, oui, donc gagner du temps, ça veut vraiment dire que pour lui, c'est fini, en fait. Là, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé. Donc, tu sors de là complètement abattu. Et mon mari me dit, écoute, non, tu ne vas pas sortir dans cet état de cette consultation. On le connaît maintenant. Je ne vais pas dire les mots qu'il a employés, mais il m'a dit, maintenant, on le connaît un peu. Tu vas changer de médecin. Parce que là, c'est plus possible, en fait, c'est terminé. Et puis, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir changer d'oncologue. Je suis même jamais repassée par lui, j'avais un rendez-vous qui était prévu. Le secrétariat de l'autre oncologue m'a appelé direct en disant « Vous ne repasserez pas par votre ancienne oncologue, vous allez attaquer direct la consultation avec la nouvelle ». Et la nouvelle oncologue m'a dit « Écoutez, on va se mettre en corrélation avec Paris ». En relation avec eux. L'oncologue que j'avais vu à Paris, qui était parti sur un autre traitement, lui, dans son idée, il partait sur un autre traitement. Elle m'a dit, je vais me mettre en relation avec lui, je vais voir ce qu'il en pense, et là, on fait une ERCP. On revient vers vous pour... Une RCP? Une réunion pluridisciplinaire, pardon. On fait une ERCP, on en discute tous ensemble, et je vous convoque et on parle ensemble de ce que vous préférez comme traitement. Donc déjà, je me dis, waouh, ça n'a plus rien à voir. Ah non, là, ça n'a plus rien à voir, clairement. On me demande mon avis, alors que en soi, j'ai pas vraiment à le donner, mais ok, très bien. Donc en effet, elle me reçoit, elle me dit, nous, on a 3 traitements à vous proposer. Donc en effet, l'hormonothérapie, en sachant que j'avais récidivé sous hormono, donc si tu veux, puis je la supportais très mal, donc vraiment pour moi, c'était même pas envisageable. La chimiothérapie injectable que me proposait le médecin parisien et une chimiothérapie orale, donc Péros à la maison, un peu plus facile à gérer. Et elle me dit, moi je partirais sur le traitement Péros, on se garde la chimio injectable sous le coude au cas où la chimio Péros ne fonctionne pas. Et ça me paraissait être une très bonne idée. Puis voilà. C'est peut-être une question bête, mais tu te dis à ce moment-là, est-ce que, j'ai l'impression, la façon dont tu le dis, j'ai l'impression que c'est la première fois où tu te dis, ça a l'air d'être une bonne idée. Ah clairement, oui, clairement. Déjà parce qu'on m'explique, on m'explique les choses, clairement. Oui, c'est plus je décide que, c'est... C'est plus je décide que, et puis c'est plus genre, c'est la fin, quoi. Ouais. C'est que là, elle me dit, mais attendez, pas du tout. Elle me dit, des traitements, il y en a encore beaucoup à proposer. Là, on baisse pas les bras. On n'en est pas là du tout, quoi. Donc, je me dis, ok, tu repars dans ce nouveau combat vachement plus... complètement. De toute façon, c'est que ça. C'est que des montagnes russes émotionnelles, le cancer. Puis dès que tu passes dans la sphère métastatique où tu as une chronicité qui se met en place, c'est encore pire, quoi. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Et du coup, voilà, je commence ce traitement-là. Les 2 premiers mois sont hyper hard. Je sens que mon corps, il a vraiment du mal à mettre le traitement en place. Je me dis, je ne sais pas si je vais pouvoir tolérer ça longtemps. Et finalement, le corps, il s'adapte à tout, quoi. C'est quand même assez bien fichu. C'est que je m'y suis très bien adaptée. En 3 mois de temps, j'ai eu des résultats incroyables. Vraiment une régression de dingue. Même elle, je pense, mon onco, elle avait du mal à y croire. C'est que quand elle a vu les résultats, les imageries, elle me dit, c'est très très bien, mais c'est presque trop bien. Elle avait peur d'un espèce d'effet rebond, si tu veux, derrière, qu'au bout de 6 mois, ça reparte en flèche et tout. Et c'est jamais arrivé. Donc j'ai pu être opérée au bout d'1 an de traitement. Donc je suis repartie à Paris, revoir mon chirurgien hépatique, lui aussi, humainement, professionnellement, quelqu'un d'incroyable. Et donc, du coup, il m'a fait une
très petite hépatectomie. Enfin, vraiment, il a retiré la plus grosse des lésions qui elle, restait en place. Il m'a fait de la radiothérapie en intrahépatique. Et puis, après ça, j'ai été en réponse métabolique complète pendant 4 ans et demi. Donc, sous chimio orale, pendant plus de 4 ans. Et puis désolé, je t'interromps, mais sur cette période, du coup, ça change beaucoup de choses aussi pour ta vie au quotidien, parce que des traitements oraux, d'être chez toi. C'est ça, exactement. Donc tu as un suivi, bien sûr, tous les 3 mois, tu vas passer tes examens, et tous les 3 mois, tu as un peu cette crainte qu'on t'annonce une mauvaise nouvelle. Bien sûr. Mais quand même, ça n'a rien à voir. Tu es chez toi, les effets secondaires sont quand même moins importants, même si cette notion de chronicité, et t'imagines, ça faisait déjà presque 8 ans que j'étais en traitement non-stop finalement. Donc tu as une espèce de fatigue chronique qui s'installe. T'as quel âge à ce moment-là quand je commence le traitement, là, je dois avoir un peu plus de 30 ans. Et je récidive à 36, quelque chose comme ça. D'accord. Donc j'ai récidivé il y a 2 ans. Je devais avoir 36 ans, quelque chose comme ça. Et si tu veux, on arrivait quasiment aux 5 ans de réponse métabolique complète, qui est un peu une espèce de cap. De cap très symbolique, en fait, sur après, plus tu avances dans les années, plus le risque de récidive diminue, quoi. Et au bout de, 4 ans, 3/4, patatras, quoi. Mauvaise nouvelle, je passe mon TEP. À ce moment-là, ça fait longtemps que j'y vais sans crainte, franchement. Il y a une espèce de routine inverse qui s'est installée. Ouais, je pense qu'au bout de plusieurs années, quand en plus on t'a laissé entendre à plusieurs reprises que ça allait être compliqué, que le taux de survie est quand même assez faible quand tu es dans cette situation, tu commences à réfléchir aussi en effet à cette éventualité. Tu essayes de faire aussi passer ce message-là à tes proches de manière la plus douce possible, si tant est que ce soit possible de le dire de manière douce, je ne suis pas convaincue. Ce qui est fou, c'est que c'est encore à toi de te positionner, de faire l'effort Mais je pense que quelque part, c'est aussi une manière d'oublier ce qui t'arrive, en fait. C'est que finalement, de penser avant aux autres, parce que moi, si tu veux, j'ai fait ce constat qui est clair. C'est peut-être facile de le dire parce que je suis toujours là, mais si demain je pars, moi, je suis plus là, je pars. Mais c'est pour qui que ça va être le plus dur? C'est pour mes proches, en fait. C'est pour ceux qui restent que c'est toujours le plus dur. Donc, finalement, c'est eux que tu as envie de protéger de ça. Déjà, tu as le sentiment... Je peux pas dire que c'était de la culpabilité, mais tu as l'impression quand même que c'est toi qui leur imposes ça, quoi. Cette tristesse, cette angoisse permanente. Parce que pour avoir été aussi dans la position d'accompagnant, pour des amis que j'ai eu la chance de rencontrer par le biais des réseaux sociaux, avec qui on est devenus très très amis, qui étaient dans la même situation médicale, mais qui n'ont pas eu la chance de s'en sortir, tu te mets dans la peau du coup de l'ami qui est accompagnant. C'est pas cool cette position, parce que tu te sens tellement impuissant en fait. T'aimerais pouvoir aider, t'aimerais pouvoir faire des choses, et tu peux rien faire en fait. T'es juste spectateur, un triste spectateur. C'est fou que tu continues à penser autant à comment les gens autour vivent le truc. Je te dis, je pense... Alors déjà... de mon point de vue, c'est impressionnant, en fait. Je pense qu'il y a ce côté déjà aussi un peu infirmière, tu vois, même si, du coup, je travaille plus depuis longtemps. Je pense que ça me manque. Et du coup, t'as un truc, quand même, mine de rien, si tu fais ce métier-là, c'est pas pour rien. Et puis quand tu l'as traversé aussi, je pense que ça amène quelque chose... Mais, alors, quand tu l'as traversé... C'est difficile aussi, quand j'avais repris du coup le boulot, toujours du coup au labo, je bossais du coup dans le service gynéco, donc j'allais faire les prélèvements sur les marqueurs tumoraux de femmes du coup qui avaient été opérées la veille souvent, et c'était tellement difficile de pas livrer mon histoire personnelle, puisque c'était pas du tout professionnel de faire ça, donc je ne le faisais pas. Et en même temps, je me retrouvais face à des dames, j'étais souvent la première personne à les voir le matin au réveil, tu vois, avec cette découverte de corps mutilés, meurtris, et de me dire, en gros, certaines de dire ah non, on vient encore me faire mal en plus, forcément, toi tu viens faire un prélèvement sanguin, et même si tu essayes d'être le plus douce possible, des fois, voilà, c'est pas l'idéal. Et je me suis retrouvée face des fois à des femmes super en colère,
qui disaient en gros, de toute façon, vous pouvez pas vous mettre à ma place. Et t'as envie de leur dire, bah, si tu savais, si, en fait, c'est que je peux. Et vraiment, là, t'es dans le dur et ça va aller, en fait, ça va aller. Mais tu peux pas le faire, en fait. Et c'était difficile aussi, parce que tu sors de ton rôle de soignant, et c'est vrai qu'on nous l'apprend à l'école d'infirmier en plus, ça, tu vois, de dire oui, l'empathie c'est une chose, mais tu te mets jamais à la place de l'autre, tu parles pas pour lui en fait, tu peux pas transposer, et donc du coup ouais, c'est un peu difficile parce que tu aurais envie de le faire dans un souci d'accompagnement. La situation est différente parce que pour le coup tu peux dire je sais ce que... C'est ça. Mais tu peux pas le faire. Ouais. Je sais pas si c'est une histoire d'éthique ou quoi, mais c'est compliqué. Tu peux pas trop faire ça, quoi. T'es pas dans un groupe de parole. T'es à ton poste de travail. Et t'es là pour prendre en charge un soignant et pas pour lui dire OK, je suis passée par là. Donc c'est un peu compliqué, c'est vrai. Alors peut-être au début. Là, c'était vraiment au début de ma reprise et c'était encore tellement frais pour moi que peut-être j'avais du mal à faire un peu cette différence, quoi. On espérait que je passe ce cap des 5 années, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, j'ai récidivé il y a 2 ans maintenant. Échec thérapeutique sur cette chimio orale. J'ai récidivé toujours au niveau du foie. Donc là, on m'a changé de traitement et on a basculé sur un traitement qui n'existait pas quand j'avais récidivé il y a 5 ans. Donc c'est en ça aussi que je me dis la recherche est super importante. Ça progresse énormément, c'est fou. Très très vite. Vraiment, ça progresse hyper vite avec des résultats de moins en moins d'effets secondaires. Les effets secondaires sont plus faciles à tolérer et les résultats sont aussi parfois assez spectaculaires. Donc ça fait bientôt 2 ans que je suis sous thérapie ciblée maintenant. Donc c'est toujours en Péros. J'ai 3 semaines de traitement et 1 semaine de pause puisqu'il y a une atteinte sur les globules blancs qui est assez importante. Et donc voilà, j'en suis là aujourd'hui avec une maladie chronique qui peut revenir à tout moment. Et donc j'ai des suivis maintenant tous les 3 mois avec TEP scan, IRM hépatique. Là t'as un vrai suivi. Là j'ai un vrai suivi, ouais, digne de ce nom, tout à fait. Et du coup, cette thérapie te permet, t'as pas le porte-à-4, Non. Ouais, c'est vraiment autre chose, quoi. Tout à fait, ouais. Non, là j'ai plus le porte-à-4 depuis des années. On me l'a retiré, je pense que ça devait faire 2 ans que j'étais en chimio orale qui fonctionnait bien. Et du coup, voilà, pareil en me demandant mon avis, si j'étais OK. Parce qu'à un moment donné, il y a un côté un peu rassurant aussi, tu vois. Moi, on me l'a posé, retiré peut-être 4 fois, je crois, en tout. Ah oui, quand même. Et du coup, il y a un côté de te dire, bon, si jamais il y en a besoin, il est là. Et finalement, j'ai dit non, c'est bien de l'enlever aussi, ça permet d'avancer. Oui, de passer à autre chose aussi. Exactement. C'est impressionnant comme histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ce parcours qui t'a vraiment aidé en dehors des soins, etc. Tu m'as beaucoup parlé du fait qu'il y ait eu beaucoup de contacts avec d'autres femmes, notamment qui avaient vécu la même chose. Ouais. En quoi ça t'a aidé et comment est-ce que ça t'aide toujours aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui, ça fait partie de ma vie. En fait, déjà à la première annonce, j'ai pu rencontrer une jeune femme qui avait eu un cancer du sein jeune. Ça m'a permis d'anticiper les traitements, de me dire qu'on pouvait s'en sortir aussi. Et puis j'ai retrouvé aussi une amie avec qui je travaillais à l'époque à Paris. On reprend contact, j'apprends que 3 mois avant, elle a eu le même type de cancer. Et finalement, pareil en fait. Ce genre de témoignage, moi, ça m'a permis vraiment d'anticiper les chirurgies, les chimiothérapies, d'avoir un peu des conseils aussi sur comment gérer au mieux les effets secondaires. Et c'est énorme en fait. Ça paraît rien comme ça, mais ce sont des choses que les médecins n'ont pas vraiment le temps de te dire. Enfin, là, c'est de l'accompagnement. C'est quelque chose qui revient souvent, c'est vrai que ce manque de temps. Et en fait, le problème, c'est que j'imagine qu'en plus, au moment où on t'annonce tout ça, tu dois avoir un flot d'informations, un nombre de choses. Et en plus, toi, tu es infirmière, donc tu as quand même des notions. Et même malgré ça, tu dois être submergée. Alors, j'imagine qu'en tout cas, au quotidien et au long cours, tu peux pas... en tout cas, actuellement, il n'y a pas les moyens pour que le corps médical ou paramédical puisse
t'accompagner comme tu en aurais besoin, quoi. Compliqué et enfin, je le comprends aussi. Après, tu peux te rapprocher d'associations qui, elles, vont plus avoir ce temps-là. Alors, il y a des infirmières coordinatrices, mais c'est pareil, quand tu vois le nombre de patients qu'elles prennent en charge, ça va plus être sur... elles vont te donner quelques conseils, mais elles rentreront jamais dans les mêmes détails que des patientes. Et puis, elles l'ont pas vécu dans leur chair, si tu veux. Toi, quand tu as traversé tout ça, le moins de petits effets secondaires, tu vas avoir essayé de trouver une solution de ton côté. Et si tu peux donner tous tes petits conseils aux filles qui vivent la même chose, moi, j'ai toujours vu ça aussi comme une manière de trouver un peu un sens à tout ça. C'est que finalement, si ça peut servir à d'autres, ça n'aura pas servi à rien. C'est ton expérience. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise Exactement. Et puis, du coup, sur la première partie de mon cancer, en tout cas avant la récidive métastatique, je regardais un peu sur les réseaux sociaux, je trouvais quelques infos à droite à gauche, mais en tout cas, moi, je ne partageais pas forcément mon expérience. Et puis, quand j'ai récidivé, là, par contre, j'ai ouvert un compte Instagram et puis j'ai commencé un peu à partager ce que moi, je vivais, à rencontrer d'autres filles. Et puis, là, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que... c'est fort que ça. Ouais, vraiment. Ça, pour toi, vraiment, ça a tout changé dans ta... Ça a changé beaucoup de choses sur la manière dont je vivais les choses. Parce que déjà, tu te sens moins seule. Tu te rends compte qu'il y a des filles qui vivent aussi tellement pire que tu te dis, OK, donc moi, je vais essayer aussi de prendre, entre guillemets, du recul sur moi, ma pathologie, mes effets secondaires, etc. Et puis, au-delà de ça, tu rencontres des gens tellement super, ça devient des amis, quoi. Enfin, il y a vraiment... on est partis en vacances ensemble. D'accord. On s'est fait tatouer ensemble. C'est... vraiment, quand on s'appelle les sœurs de combat, tu vois, mais il y a vraiment, ce côté sororité, comme on en parlait tout à l'heure, et c'est très, très intense. Parce que tu te rends compte, en fait, que ton entourage, tu peux en parler, mais c'est terrible à dire, et c'est terrible pour eux de le comprendre aussi, mais ils comprendront jamais vraiment, même s'ils sont au cœur du truc avec toi, ils le comprendront jamais comme toi tu l'as traversé. Et finalement, ces filles-là, t'as l'impression des fois, t'as même pas besoin de parler, quoi. Tu te comprends, c'est assez instinctif. Et finalement, il y a une forme de soutien qui se met en place. Et quand des fois, tu te sens un peu... ça arrive, de te sentir complètement déconnecté du reste du monde. Des fois, tu te retrouves dans des soirées où tout le monde parle de trucs bateaux, tu sais, de leur vie et tout. Et ce qui est très bien, faut que je dire attention. Je n'ai jamais reproché à mes amis de parler de petits tracas un peu insignifiants. T'as clairement une autre vision. C'est ça. Ou de leur vie de famille et tout. Quand toi, t'as pas pu avoir d'enfants, clairement à cause de ça, et que ce parcours a été aussi très difficile, et que tu te retrouves à une période de ta vie à 30 ans où tous tes amis, ils ont tous des enfants en bas âge, ils parlent que de ça parce que c'est leur quotidien. T'es complètement déconnecté, quoi. T'es là, tu te retrouves là dans une conversation où clairement t'as pas envie d'être, mais t'as pas envie de le montrer parce que c'est normal en fait qu'ils parlent de ça, et en même temps t'as envie de savoir ce qu'ils vivent dans leur vie, tu vois. Et dans ces moments-là, tu te dis, il faut pas que je me laisse non plus aller dans un truc. Bien sûr. Enfin, tu peux pas non plus t'écarter de la vie des autres, de la vie normale, et être qu'enfermé dans la maladie non plus. Ce serait malsain aussi. Je veux dire, la vie, elle continue aussi. Mais par contre, dans ces moments-là, tu vis ce moment-là. Et derrière, t'appelles les copines, tu dis, bon là les filles, j'ai vécu un moment de solitude, tu vois, ah ouais, moi aussi, la semaine dernière, machin, et là tu te reparles de tes petites expériences, et tu te rends compte que tu vis la même chose, donc déjà tu te sens pas être une horrible personne, tu vois, qui est plus en capacité d'écouter la vie normale des autres, tu te dis, ok, bon, on est à peu près toutes cortiquées pareil. Est-ce que tu penses que dans tout ce parcours, pour finir peut-être, mais est-ce que dans tout ce parcours, le fait que tu sois une femme et le fait qu'en plus tu sois soignante, tu penses que ça t'a aidé, tu penses que ça a joué contre toi, tu penses que... Comment tu vois les choses? Avec mon premier médecin, qui clairement, lui, a été défaillant, je pense que ça m'a desservi. Je pense que d'avoir été... C'était un médecin d'une ancienne génération, plutôt âgé. Je pense que le fait d'être une jeune femme soignante qui m'intéressait
Enfin, je m'intéressais à la maladie, si tu veux. Je me renseignais, je posais des questions. Clairement, normal, en fait, de vouloir comprendre. C'est ça. Mais je pense que c'était pas une habitude dans sa patientèle d'avoir des gens qui osaient poser des questions. Clairement, c'était quelqu'un qui ne parlait pas facilement. Donc, en plus de poser des questions auxquelles il n'avait pas forcément envie de répondre parce qu'il n'avait pas le temps ou pas l'envie. Je pense que ça m'a desservi. Je pense que si à un moment donné, il m'a dit qu'il ne voyait pas d'autre issue que de trouver un traitement qui me ferait gagner un peu de temps, mais qu'il n'avait plus réellement de solution thérapeutique à me proposer, c'est horrible à dire, mais j'ai l'impression que c'était... je ne sais pas si j'en valais pas la peine, mais je sentais qu'il y avait un agacement de toute manière à chaque fois que j'y allais, parce que, en effet, je le poussais dans ses retranchements. Je suis allée voir un autre médecin. J'ai remis en doute sa parole. Je lui faisais des réflexions sur le fait que j'ai pas un suivi assez poussé au vu de ma pathologie. Donc finalement, t'as mis le doigt sur une défaillance et ça l'agaçait au plus haut point. Non seulement t'es que infirmière, mais en plus t'es une jeune femme. Voilà, t'étais dans le schéma, t'as pas à me dire ce que je dois faire. Ah, mais c'est sûr et certain. Et puis, je pense aussi, tu vois, le côté apprêté, ça plaisait pas non plus, si tu veux. Pour avoir eu la réflexion, je sais pas, je sais pas. Je pense que ça donnait peut-être pas une image sérieuse, ou je pourrais pas t'expliquer, mais j'ai eu cette réflexion quand même. Donc, au moment de ma récidive, quand j'ai dit, mais je comprends pas, j'avais pas de suivi. Et je me suis entendue dire « Mais vous êtes toujours pomponné, habillé comme ci, comme ça, vous avez l'air en forme. » Enfin, donc, alors ça, si c'est pas jugement de valeur... Quand t'es malade, tu dois avoir l'air... Je sais pas. Je saurais pas t'expliquer le fond de sa pensée. J'ai pas d'explication rationnelle sur cette remarque. Je sais même pas comment je dois interpréter... J'ai jamais su non plus. Mais en attendant, je me suis toujours dit qu'en effet, je devais ma récidive, en gros, au fait de continuer à prendre soin de moi, malgré la maladie, malgré les traitements. Moi, c'est quelque chose qui, au contraire, m'a aidée, en fait, à garder un peu la tête hors de l'eau et de temps en temps à me dire non, tout va bien, t'es pas malade. Mais finalement, non, c'était peut-être... Ça reflétait justement pas assez. Je n'ai jamais su expliquer cette réflexion. Mais en tout cas, je pense que du coup, c'est quelque chose qui m'a desservi aussi. Oui. Ouais. En espérant que ça évolue, mais je crois que c'est encore ouais, après, quand même, vraiment, on le sent sur une nouvelle génération. Alors, c'est pas du tout pour dénigrer l'ancienne génération où j'ai pu rencontrer de très bons médecins aussi. Hein. Oui, mais c'est ça, on fait la part des choses. Il y a eu des personnes malheureusement très mauvaises et beaucoup d'autres très très bien. Exactement, exactement. Il faut, faut le souligner aussi parce que, évidemment, on a tendance à se souvenir que de ce qui s'est mal passé, et dans tout d'ailleurs, mais il faut aussi dire quand tout se passe bien. Et c'est vrai que là, actuellement, j'ai une prise en charge qui est extraordinaire, que ce soit humainement, professionnellement. Je me sens hyper écoutée, hyper soutenue, accompagnée, même dans mes choix en tant que patiente. J'ai encore la possibilité de faire des choix, en fait, sur mes traitements. Et c'est fou, c'est trop bien. C'est ça, c'est super. J'ai pas l'impression de forcément toujours subir ce qui m'arrive et pour autant, en plus, d'être comprise dans ces choix-là. Des fois, de ras-le-bol. Oui, c'est vraiment une autre position de je te dis, tu fais, il y a vraiment un travail avec... Oui, complètement. Donc, et il faut toujours se sentir en sécurité avec. Ça, c'est un des conseils que je donne aussi beaucoup sur les réseaux, en fait, où j'essaye en fait d'apporter ma petite pierre à l'édifice avec des conseils. J'essaye vraiment d'apporter un peu de dire que c'est possible, en tout cas, d'avoir des choses positives dans la vie, même quand il nous arrive un truc aussi terrible, qu'on peut avancer, que le temps aide. De toute façon, le temps, il aide pour tout. Et le temps aide vraiment à avancer sur le chemin de la résilience, comme je disais tout à l'heure.
et d'apprendre à vivre avec la maladie, d'essayer de voir du beau, parce qu'il y a du beau dans tout, malgré tout, et même dans les rencontres qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a de très belles. Et finalement, de dire, si à un moment donné, on ne se sent plus assez bien accompagné par le corps médical, il faut changer, en fait. Là, on parle de notre vie. Enfin, c'est tout con, mais ta bagnole, tu l'amènes au garage, tu as l'impression que le mec, il t'arnaque ou qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Tu changes, en fait. Enfin, et là, il s'agit de quelque chose de tellement important. Ça devrait si on ne se sent pas soutenu, eh ben, il faudrait pouvoir faire facilement la demande de changer de médecin. Après, on vous propose la même chose, le même traitement. Mais ne serait-ce que si la personne est plus humaine, déjà, on va se sentir mieux accompagné. Et c'est hyper important. Et puis même, au-delà, c'est pas forcément... Des fois, c'est un problème de compatibilité. On peut ne pas s'entendre. Deux personnes très bien peuvent ne pas s'entendre pour X raisons parce que... Comme dans la vie de tous les jours, évidemment, bien sûr. Ça devrait, dans le meilleur des mondes, ça devrait être bien de dire, voilà, ça marche pas très bien entre nous. Est-ce que vous pouvez me réorienter vers un collègue, etc. Et ça, ce serait... Si on en arrive là un jour, peut-être. C'est magnifique. Qui sait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. C'était top. C'était un plaisir.